Donc bonjour à tous, je m'appelle Jean-Paul Santoro, je suis psychologue clinicien. Donc je suis intervenu l'année dernière au sein du Replay. On avait fait des conférences sur la violence dans les jeux vidéo et sur pourquoi les jeux vidéo sont le bouc émissaire de notre société moderne. Donc il y a quelques-unes des vidéos qui sont disponibles sur mon site personnel, je pense, jeanpaulsantoro.fr. On peut voir le replay, il doit être de toute façon sur YouTube. Depuis, je travaille en partenariat avec Gamergen, ils ont 2 stands en bas. Gamergen, un site de jeux vidéo, et on a fait quelques émissions en direct ou semi-direct. Donc en reprenant les thèmes des conférences de l'année dernière, j'avais fait un épisode sur la psychanalyse des héros de GTA, des personnages de GTA, tout simplement. Donc un peu original. Il y a des chances que les conférences d'aujourd'hui soient aussi portées en émission avec Gamergen. Au niveau professionnel, je travaille donc sur plusieurs structures. Je travaille sur une association monégasque où je passe dans les écoles pour faire de la prévention sur les dangers d'Internet pour les enfants, donc primaire et collège. Donc ça va être les risques de contact de mauvaises rencontres, donc la cyberpédophilie, le cyberharcèlement et les risques inhérents aux jeux vidéo, donc tout ce qui est images inappropriées, violence, ce genre de choses, et les rencontres des prédateurs sexuels via les chats des jeux online comme Clash of Clans par exemple. Je fais aussi des préventions du coup sur les parents pour leur expliquer globalement que… Oui, on peut le faire interactif si vous voulez, allons-y. Clash of Clans, ça… En fait, du coup, c'est que les prédateurs, malheureusement, ils vont aller là où les jeunes sont. Donc, pour les personnes qui cherchent des adolescents, ça va plutôt être les réseaux sociaux comme Facebook. Et pour les plus jeunes, ça va être les jeux vidéo où on peut chatter directement, on peut se mettre en clan, en guilde, ce genre de trucs. Et Clash of Clans étant populaire, on a pas mal de personnes comme ça. Et dans mes interventions, je me rends compte que déjà beaucoup de jeunes jouent à Clash of Clans, mais que dans tous ceux qui jouent, j'en ai une bonne partie qui me disent avoir été contactés par des personnes qui leur demandaient directement âge, prénom, numéro de téléphone, adresse, ce genre de choses. Donc la prise de contact, elle est quand même bien réelle. C'est un danger d'Internet sur lequel j'insiste, effectivement. À côté de ça, oui, donc j'explique aussi aux parents les dangers, que si leur enfant de 8 ans il joue à GTA, c'est peut-être pas forcément pile poil adapté. Donc voilà. Sinon, après, j'ai mon cabinet à Nice, je consulte aussi à Drape dans l'arrière-pays. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, ça va être pas mal. Alors, le sujet d'aujourd'hui, je l'ai appelé addiction. On va voir que le terme addiction on va en discuter, mais je voulais un titre que tout le monde connaisse justement, donc j'ai utilisé ce terme-là. J'avais l'idée de réfléchir sur ce thème, j'avais bossé ce thème pendant mes études, mais il y a la fameuse campagne du CJC que tout le monde connaît sans doute. Alors je vais faire voir la vidéo pour qu'on se la remette bien en tête, où c'est des campagnes de prévention pour les consommations dites addictives, et donc il y a une pub pour l'alcool, une pub pour la drogue, une pub pour la cigarette et une pub pour le jeu vidéo. Donc j'avais trouvé ça assez… ça aurait pu être drôle si ce n'était pas un message malheureusement important, parce que c'est quand même diffusé sur les grandes chaînes. Vous voyez là, c'est Nico, enfin, vu par lui-même. Et ça, c'est Nico, vu par sa mère. Nico, vu par ses potes. Nico, vu par son père. Et là, c'est Nico venu à une consultation jeune consommateur pour parler de son rapport aux jeux vidéo et ses conséquences, pour savoir où il en est vraiment. Pour plus d'informations sur les CJC, appelez le 0800 23 13 13. Tu l'avais pas vu? Ah non, ça je l'avais pas. J'ai cette affiche du CJC là, Oui. grand format. Oui. Et tu as effectivement alcool, cannabis, mais aussi cocaïne, ecstasy. Oui. Juste après le jeu vidéo. Il me semblait bien qu'il y avait cocaïne et ecstasy dans la liste. Donc bien évidemment, ça a fait un tollé ce genre de choses, mais bon, c'est assez représentatif en fait, vraiment de mettre les produits séparément et enchaîner le jeu vidéo derrière. Bon, alors on attaque le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est quelque chose qui a été attaqué depuis toujours, depuis que ça existe. Alors au 19e siècle, c'était la lecture. Ensuite, on a eu la télévision qui était un peu responsable de tous les maux. Après, ça a été le jeu vidéo. Bon, le jeu vidéo, moi je pense que c'est vraiment le bouc émissaire idéal dès qu'il y a un fait divers dans nos sociétés. Une fusillade, quelque chose comme ça, c'est tout de suite la faute des jeux vidéo violents. J'ai un peu discuté l'année dernière justement à ce propos-là dans ma conférence de dire pourquoi finalement. J'en ai conclu globalement que pour moi, enfin c'est une hypothèse, pour moi le jeu vidéo c'est quelque chose qui reste très lié à l'adolescence. Une pratique qui est vue comme étant une pratique d'adolescent, alors que globalement, quand on voit les chiffres, finalement, le joueur type, c'est plus du tout un adolescent, c'est vraiment toutes les tranches d'âge, des plus jeunes aux plus âgés. Et quelque chose qui est vraiment lié à la société post-moderne de consommation et qui est lié autour de l'objet technologique. Donc on voit tout ce qui est autour des télés modernes, des iPhones, des ordinateurs, Internet, tout ce qui est technologique. Le jeu vidéo, c'est vraiment le centre de ça. C'est vraiment quelque chose d'interactif et de multimédia. Et c'est parce que c'est adolescent et technologie qui est au cœur de notre société que le jeu vidéo est le média idéal sur lequel on doit taper. Là, quand on voit cette campagne-là, effectivement, on peut s'imaginer que qu'est-ce que ça fait là?
On dit que le jeu vidéo, on a des préjugés, des stéréotypes sur lesquels vraiment on doit taper. Alors sur les jeux vidéo, en premier, on a eu quelques trucs la santé, comme quoi ça rendait épileptique. C'était au début des années 90. On a des avertissements dans les manuels, généralement on n'entend plus trop parler. Ça c'est quelque chose qui est carré. On a eu le fait que les jeux vidéo rendaient violents, principalement avec Mortal Kombat au début des années 90 et avec Carmageddon par exemple. Bon après il y a eu les polémiques avec GTA, mais GTA la polémique n'était pas que au niveau de la violence, donc bien évidemment il y avait de ça. Mais une fois que ça commençait un peu à redescendre, un peu à s'essouffler, il fallait quand même quelque chose d'un peu plus médicalisant. L'épileptique c'était bien, mais c'était plus à la mode. Donc on s'est dit l'addiction. L'addiction c'était quelque chose de moderne, on va essayer de partir là-dessus, principalement sur tous les jeux en ligne, et on est parti là-dessus. Donc le terme addiction il est employé à tort et à travers pour tout, donc on va un peu le définir. On voit que 41% des parents, donc c'est un sondage de 2009, 41% des parents jugent que leur enfant est accro au jeu. Donc 41, ça veut dire 4 sur 10, ça fait 2 enfants sur 5 théoriquement. Donc, ce qui est quand même un peu étonnant en termes de réalité. Dans la pratique, si on voit une étude de 2012, le Français moyen joue 12 heures et 12 minutes par semaine et 3h50 de télé par jour, soit 26 heures par semaine. Donc on compare 12 heures de jeu à 26 heures de télé. Mais les parents jugent qu'eux font sans doute partie des personnes qui regardent 26 heures de télé par semaine, jugent que leur enfant qui passe la moitié de ce temps-là devant un jeu vidéo est donc addict. Donc bien évidemment, on voit que là, il y a quelque chose qui… Tu peux le dire à voix haute, hein, on est entre nous, vas-y. Combien de temps tu joues? Je suis en train de réfléchir aussi. Ouais. Ce chiffre-là, c'est globalement le chiffre qu'on retrouve un peu de partout. Les seuls moments où ça peut se décaler, c'est quand on prend en compte tous les moments sur les jeux mobiles, par exemple, qui est additionné 5 minutes à la fin de la semaine font augmenter le temps. Et après, il y a les joueurs vraiment de MMORPG style World of Warcraft qui, eux, effectivement, arrivent à monter sur des chiffres beaucoup plus élevés. Mais la moyenne globale, c'est une moyenne globale qui me semble assez représentative, je pense. L'addiction. Alors que le terme addiction, à la base, c'est un terme juridique. Il faut attendre les années 60 pour que le terme apparaisse en psychiatrie pour remplacer toxicomanie. Donc à la base, c'était le relais avec l'addiction aux produits. Et donc la définition, c'était la conduite de consommation d'une drogue provoquant la dépendance physique et ou psychologique. La drogue, c'est à ce moment-là une substance ayant une propriété pharmacologique, donc une action directe sur le corps et le cerveau, dans la mesure où elle entraîne une tolérance et une dépendance, plus généralement la toxicomanie. Donc au début, l'addiction, c'était vraiment que des produits de la drogue. Donc là, d'ores et déjà, le jeu vidéo et tous les comportements qui peuvent être sans produits n'étaient pas dans la donne. Alors cette définition, il y a eu en 1945 la notion de toxicomanie sans drogue. Donc là, on commence à y rentrer, appelée addiction comportementale à l'époque, qui inclut des phénomènes comme ça. L'OMS parle plutôt d'un état psychique et parfois physique. En 1990, bonjour. En 1990, il y a eu un monsieur qui s'appelle Goodman qui est la référence de tout ce qui est définition de l'addiction. Pour qui l'addiction peut se définir comme la répétition d'actes. Donc le but est de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur, maintenu malgré les conséquences néfastes pour le sujet. Alors, il a fait une critériologie, donc il y a une page d'une dizaine de critères où on peut dire ça, ça et ça et ça. Si vous voulez, après la conférence, vous pouvez venir me voir, je vous fais voir tous ces critères. Donc si je dois résumer les axes qui sont intéressants dans cette classification, c'est l'échec à contrôler le comportement, c'est-à-dire pas pouvoir s'arrêter, la poursuite du comportement malgré le fait qu'on prenne en compte, on soit conscient des aspects négatifs, que le produit devienne vraiment le centre de l'existence et des préoccupations, et l'augmentation de la tolérance. Donc pour la drogue, ça va être en prendre plus, pour le jeu, ça va être jouer plus pour pouvoir se soulager. Donc ça, c'est vraiment les points, pour faire résumer, puisqu'il y a plus de points que ça, c'est vraiment les points centraux de la définition de cette addiction. Donc, si on parle de ces définitions-là, on peut dire que l'addiction peut s'appliquer du coup à la pratique de jeux vidéo. Donc là, ce n'est pas une dépendance physique ou physiologique, mais c'est psychique, tout simplement. Alors, les addictions, il y a certains auteurs, et je suis d'accord avec, qui pensent que c'est un phénomène qui est plutôt moderne et qui sont liés avec l'évolution des sociétés occidentales. Effectivement, on voit que tout ce qui est addiction au sens large du terme, ça fait partie des pathologies modernes. Alors, quand on dit addiction au sens large, ça va être tous les comportements à l'excès. C'est-à-dire boulimie, anorexie, tentative de suicide aussi, addiction au sexe, aux jeux vidéo, aux jeux d'une manière générale. Donc tout ça, c'est vraiment des pathologies assez modernes liées à la société actuelle.
Donc là, je vais reprendre un peu mon discours que j'avais l'année dernière sur le discours capitaliste. Donc le discours capitaliste, hein, c'est au sens analytique du terme, hein, c'est pas en tant que politique, ça, je ne sais pas ce que c'est, ça ne me concerne pas. Donc c'est le mode de fonctionnement de notre société qu'on appelle postmoderne. Postmoderne, c'est après globalement la Deuxième Guerre mondiale. L'idée, c'est qu'un objet va être à mesure de nous apporter le bonheur. Donc en psychanalyse, on parle de jouissance, qui n'est pas au terme sexuel, en terme global. Ouais. Pas que sexuel, donc qui va pouvoir nous apporter le bonheur. Donc en clair, vous ayez le dernier iPhone, vous êtes heureux, vous ayez acheté le dernier FIFA, le dernier Call of Duty, c'est le bonheur. Bien évidemment, on se rend compte que concrètement, ça ne fonctionne pas, et donc eux, les personnes qui vendent, les commerciaux, relancent justement cette boucle en disant le nouvel iPhone, le nouveau FIFA tous les ans, et ainsi de suite. Donc on nous fait croire que l'objet va nous rendre heureux, et comme il ne le fait pas, à ce moment-là, on renchaîne. Alors moi, la métaphore que j'utilise pour vraiment parler de cet objet, en psychanalyse, on parle d'objet A. Vous connaissez l'âge de glace? Le petit rongeur, la Scratch, qui va attraper son gland. C'est exactement ça. Il passe sa vie à courir derrière. Quand c'est le bonheur, mais généralement, il le perd parce qu'on ne peut jamais vraiment l'avoir. Donc ça, c'est vraiment la métaphore de ce gland, c'est la métaphore de l'objet qu'on essaie d'atteindre pour être heureux, mais qu'on n'atteint jamais finalement. L'autre exemple que je cite, c'est l'anneau de Gollum, que tout le monde veut, que tout le monde désire. Et au final, le seul qu'il a, on voit que lui qui était un hobbit, il commence à se dégrader, à mourir finalement. Parce que l'objet, on ne peut pas l'avoir, sinon c'est la mort à ce moment-là. D'ailleurs, le terme précieux il est utilisé quand on parle de l'iPhone, parfois sur les forums. On parle parfois même d'un rapport intime avec des tablettes, ce genre d'objets. Donc là, on trouve vraiment que l'objet, il y a vraiment… Oui, on parlait au moment de la sortie de l'iPad d'un rapport intime avec l'objet, plus qu'avec un ordinateur où on était assis, vraiment qu'on pouvait avoir dans son lit. On parle d'intimité avec un objet, ça dit vraiment quelque chose du désir de l'objet qui va peut-être vouloir nous combler finalement. Dans ce genre de situation, donc, on ne supporte plus la frustration, puisque comme la société nous dit qu'on n'a pas besoin d'être frustré, parce que finalement on peut avoir le bonheur, finalement là ça pose problème, la quête de cet objet. Donc il y a un nouvel objet technologique qui vient le remplacer, mais soit quand il n'y a pas d'objet, ou soit quand on n'a pas assez d'argent pour pouvoir acheter ces objets-là, il va y avoir un moment, le manque qui est naturel pour l'être humain, mais là qui va être pointé. C'est-à-dire que ce qui est le manque pour un être humain, on va dire non, le manque, on peut faire sans. Et c'est à ce moment-là où on va avoir besoin de quelque chose pour boucher ce manque. Un comportement à l'excès pour boucher. Et on rajoute de la bouffe, on rajoute éventuellement du vide, tout simplement. Il y en a qui ne se nourrissent plus que de rien, donc là des anorexiques. On rajoute de la sexualité, on rajoute de la drogue, on rajoute des jeux vidéo. Alors, on voit que ce processus cherche vraiment à boucher un manque, mais qu'au final, ça ne fonctionne bien évidemment jamais, puisque comme on l'a dit, on est obligé d'être manquant. On ne peut pas être complètement heureux, complètement parfait. Sinon, on sort au niveau psychique, on ne peut plus être en interaction avec les autres êtres humains. C'est parce qu'il vous manque quelque chose que vous allez parler aux gens, que vous allez vous lever pour bosser, que vous allez vous divertir. Si vous manquez rien, a priori, vous ne bougez plus, quoi. Il n'y a plus besoin de vivre. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Donc du coup, c'est vraiment des phénomènes qui sont récents. Ces phénomènes-là. Les premières études, il y a eu les Game Studies en 2001, Game and Culture en 2006. C'est vraiment les premières études de ce moment-là, donc c'est vraiment tout frais. Il y a un monsieur qui s'appelle Nicky qui a fait de Daedalus Project, qui a fait une étude très très longue sur les joueurs de MMORPG de 1999 à 2009. Donc il a bossé 10 ans dessus. Donc en 1999, ça ne devait pas être World of Warcraft, je présume que ça devait être Ultima Online et EverQuest, je pense. Et donc vraiment, il a fait une étude en allant contacter des joueurs sur toutes les caractéristiques psychologiques possibles de ces joueurs de MMO. Donc 99, c'est effectivement par rapport à toutes les études, c'est quand même assez frais, on va dire. Hop là. Alors, le DSM, est-ce que ça vous dit quelque chose, le DSM ? Alors le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, mais en anglais, c'est pour ça que ça ne correspond pas. Donc c'est en gros la Bible pour les psychiatres, c'est ce qui va définir toutes les pathologies. Donc quand on a une pathologie, on va dire l'autisme, c'est ça, la schizophrénie, c'est ça. Donc le DSM-5 qui vient de sortir l'année dernière, je crois, la nouvelle version, il ne comprend pas de référence à une addiction aux jeux vidéo ou à ce genre de choses. Ils avaient parlé à un moment de l'inclure. En 2013, ils avaient commencé à l'inclure, mais finalement, ça n'a pas été inclus. Par contre, il fait référence depuis 1980 aux jeux pathologiques. Alors le jeu pathologique, c'était vraiment à l'époque, comme 1980, les jeux vidéo étaient vraiment juste au début. Le jeu pathologique, c'était les jeux de hasard, les jeux d'argent, toutes les personnes qui allaient jouer au poker ou ce genre de jeu en mettant de l'argent et qui s'endettaient, tout ce comportement qui était vraiment compulsif et les jeux le bandit manchot, là, le casino, les trucs comme ça où on mettait de l'argent et les personnes qui passaient leur vie à ça et qui se ruinaient, qui rentraient vraiment dans cette logique-là. Donc ces jeux-là, c'était des troubles troubles du contrôle des impulsions non classés ailleurs. Donc c'était la catégorie un peu fourre-tout dans laquelle on peut mettre tout ce qu'on veut. Il s'agit d'une pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu, entraînant des troubles significatifs cliniquement, comme en témoignent 4 ou plus des symptômes suivants.
Donc là, encore une fois, j'ai la liste de symptômes qui regroupe un peu celle de Goodman dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, on a des critères. L'addiction aux jeux vidéo diffère de celle du jeu pathologique par le fait qu'il n'y a pas la notion d'argent. Il n'y a pas le gain, la perte et les conséquences financières dans la grande majorité du temps, même si on sait que dans les championnats, il y a des paris qui peuvent se prendre, ou maintenant, depuis quelques années, c'est légal d'aller jouer de l'argent en Europe sur des jeux de poker en ligne. Donc ça peut effectivement relancer un peu ce genre de choses, mais la pratique du jeu vidéo, pour moi, l'argent n'est pas vraiment au cœur du truc. Il partage quand même certains symptômes avec cette pathologie, tels que le manque, la dépendance et la tolérance. La tolérance, on l'a dit, donc c'est le fait d'avoir besoin de jouer de plus en plus. Hop là. Donc historiquement, le phénomène d'addiction, on l'a vraiment commencé à l'entendre au moment des jeux de tir à la première personne, donc les FPS. Donc Doom 93, Duke Nukem 96 et Quake juste après globalement, parce que il y avait la vision subjective, donc la première personne était vraiment dans les yeux du joueur et les gens pensaient que ce côté justement plus immersif pouvait favoriser l'identification et donc le fait d'avoir envie d'y jouer encore plus. Et en même temps, Doom notamment, c'est le début des LAN parties, donc les Local Area Network, où on jouait à l'époque en groupe tous ensemble. Et donc il y avait vraiment le côté appartenance au groupe social qui faisait qu'on avait envie de jouer de plus en plus. Donc ça, c'est des auteurs qui pointent justement cette dimension sociale. Alors il y a un auteur qui s'appelle Mark Waller, qu'on retrouve assez souvent sur ces problématiques, lui qui parle de l'aspect compétitif du jeu, c'est-à-dire que le même aspect compétitif que quand on est dans le sport. C'est-à-dire vraiment, on s'entraîne pour vraiment être meilleur que l'autre. Et quand on n'est pas meilleur, on a envie de se réentraîner derrière. Donc on devient finalement addict à ce sport, à cet entraînement. Et il parle de cette logique. Moi, je pense plutôt qu'il y a l'appartenance à un groupe social en fait, qui fait vraiment partie de la donne à prendre en compte et qui implique encore plus le joueur. Le groupe, ça va être, je fais partie du groupe des joueurs, je fais partie de ceux qui font une LAN tout le samedi soir et qui va se décliner bien plus tard sur je fais partie d'une guilde et donc je dois aller au rendez-vous pour aller faire une instance dans World of Warcraft et ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette appartenance au groupe. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la pyramide de Maslow? Ouais. La pyramide de Maslow, alors je ne sais pas si vous allez la voir de là. Voilà, donc Abraham Maslow avait construit une pyramide. Tu sais pas ce que c'est, alors regarde. Avait construit une pyramide des besoins primaires de l'être humain en partant d'en bas jusqu'en haut. Donc les besoins physiologiques, c'est-à-dire dormir, manger, boire et avoir un toit au-dessus de sa tête de manière générale. Non, pardon, pas le toit au-dessus de sa tête. C'est manger, boire et dormir. Besoin de sécurité, c'est-à-dire avoir un emploi, avoir un toit, savoir qu'on est en sécurité de ce point de vue-là. Et en 3, le besoin d'appartenance. Donc là, on commence justement à rentrer dans ce qu'on disait. C'est le besoin d'appartenir à une famille, à un groupe social, à quelque chose. Et du coup, je pense que cette dimension du besoin d'appartenance, elle apparaît à ce moment-là dans les jeux. Alors à l'époque, on est des geeks, on est des otaku, on est des joueurs de LAN, on est des joueurs de FPS. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui joue sur le fait qu'il y a une dépendance, non pas forcément au produit, au jeu en lui-même, mais au milieu qui va avec et au groupe social qui va avec. On voit parfois que dans des comportements de toxicomanie, des personnes qui prennent de la drogue, finalement, ont du mal à sortir, non pas parce qu'ils sont en manque du produit, mais parce qu'ils sont en manque du groupe, justement, que c'est un comportement groupal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, à prendre en compte de ce point de vue-là. Et donc, c'est surtout avec les jeux en ligne, les MMO, RPG. Alors, on a eu Ultima Online en 97 et aujourd'hui, c'est World of Warcraft qui, à ma connaissance, domine encore le marché, même s'ils ont commencé quand même à bien descendre, qui sont les plus gros phénomènes donc de l'addiction. C'est le mot qui a été à la mode vraiment au moment de la sortie de World of Warcraft. Donc, les jeux comme World of Warcraft, c'est le modèle économique qui est fait comme ça. Les joueurs payent, donc il faut qu'ils soient accros avec tout ce qu'on peut mettre derrière ce terme. Donc le jeu, il est vaste, la progression demande énormément de temps et est prévue pour ça, et est potentiellement sans fin. D'ailleurs, il y a un jeu qui s'appelle EverQuest, la quête éternelle, donc c'est bien vraiment qu'il y a cette notion de quête qui ne s'arrête jamais. Nikki, dont on parlait tout à l'heure, qui parle d'un cycle infini de récompenses en fait. Le jeu n'a pas de fin en soi et ils sont constamment enrichis de nouveautés. Donc pour les jeux classiques, ça va être des DLC, donc des téléchargements. Pour des jeux comme World of Warcraft, c'est carrément des extensions qui rajoutent des niveaux supérieurs, des zones supérieures, des races supérieures, des classes supérieures. Donc vraiment, on a la notion de quelque chose qui n'a pas de fin. Et donc si ça n'a pas de fin, forcément, on a tendance à y rester dedans. Et comme de base, il est conçu pour qu'on y passe du temps, ça continue dans ce sens-là. Là, la dimension sociale dont on parlait, elle est carrément prédominante. Donc il y a carrément des zones où on ne peut strictement pas aller, des instances par exemple, sans être en groupe. Et du coup, on va avoir, alors le terme de dépendance, je ne sais pas si on peut l'employer à ce niveau-là, mais vraiment on a la dépendance au groupe, non plus au jeu.
C'est-à-dire que c'est un groupe qui fait une activité, une instance, tu as rendez-vous à 21 h samedi soir, c'est comme ça et puis c'est tout. Et donc au final, là on voit vraiment que la dépendance n'est pas forcément au produit, au jeu, mais au groupe social. Donc du coup, ça pourrait être un groupe, comme on disait tout à l'heure, de toxicomanes, un groupe de sportifs, un groupe de personnes qui aiment faire la fête, un groupe de personnes qui aiment danser, ça peut être n'importe quoi. Là, c'est la même chose, sauf qu'on n'ira jamais dire le foot ça rend accro parce que tous les dimanches, il y a les entraînements. Par contre, on va dire le jeu vidéo ça rend accro parce qu'il rejoint ses copains online à 21 h tout le temps. Là, on voit vraiment une différence de regard entre des pratiques nobles, entre guillemets, comme le sport ou comme les arts, et plus critiquables comme la technologie, les jeux vidéo, ce genre de choses. Qu'est-ce que je disais? Alors cette facilité de communication, elle est aussi appuyée par le fait qu'on a une virtualisation de l'interlocuteur. C'est-à-dire que globalement, quand on rencontre quelqu'un dans un jeu vidéo, on ne sait normalement pas trop qui c'est à la base. C'est de moins en moins vrai maintenant parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de ponts entre les jeux, les forums et tous les espaces qui étaient vraiment très anonymes au début d'Internet et les réseaux sociaux où on est affiché avec nos noms, prénoms et photos. Donc comme il y a des ponts entre les deux, on peut publier des choses de l'un à l'autre, finalement l'identité est de moins en moins masquée. Mais elle peut quand même l'être, notamment sur des jeux avec World of Warcraft ou les jeux comme ça. Et vraiment, cette facilité de pouvoir se cacher derrière, ça fait une barrière avec la réalité. Du coup, ça fait un monde où j'ai finalement une autre identité qui est masquée, où je choisis ce que je suis et je suis dans les règles d'un jeu. Effectivement, ça favorise encore une fois l'immersion et donc potentiellement le fait d'avoir envie d'y rester. Donc là, c'est ce que je disais. Alors, on parle de l'autre scène. Alors, Freud, c'est Sigmund Freud, tout le monde là, c'est bon, tout le monde connaît. Parler de l'autre scène en fait, parler de l'inconscient. Donc il parlait comme une scène de théâtre où il y a quelque chose qui va se jouer. Et là, je pense que l'univers virtuel peut être pris vraiment comme une autre scène, où au moment où je monte sur cette scène, où je monte dans le jeu, j'enfile un masque. Donc les acteurs dans la Grèce antique, il y avait le masque qu'on appelait le persona, des masques avec des expressions de visage très marquées, pour que de loin, les gens puissent voir l'expression qui était jouée, le caractère du personnage. Là, c'est un peu la même idée. L'avatar a cette fonction. C'est-à-dire que l'avatar, contrairement à un personnage dans un jeu qui est déjà arrêté, Lara Croft, c'est Lara Croft, Nico Bellic, c'est Nico Bellic dans GTA, c'est des personnages qui sont arrêtés. Dans un jeu où on peut construire son personnage, donc dans les MMORPG, mais il y a d'autres jeux aussi, je pense à Saints Row par exemple, qui est un jeu comme GTA, mais où le personnage, on le construit vraiment complètement, entièrement de A à Z. Il y a cette côté où je peux vraiment projeter quelque chose dedans et je peux porter le masque que je veux dans le jeu. Donc vraiment, je suis vraiment fondu dans une autre peau. Et bon, c'est ce qu'on dira tout à l'heure, le fait vraiment de fuir quelque chose de la réalité, c'est ce qui fait que je vais rentrer dans un comportement qui va être un peu plus excessif dans le jeu. Et le fait de pouvoir porter un masque, porter un avatar, vraiment ça va accentuer ce côté-là. Vous pouvez m'interrompre si vous avez des questions, des remarques, le temps que je retrouve ma ligne. Et concrètement, ce que ça fait, c'est que du coup, on se retrouve avec des personnes qui sont dans la réalité, soit des simples étudiants ou sans emploi ou avec une vie qui ne leur convient pas forcément et qui du coup dans le jeu sont des chefs de guilde, des gens très réputés avec un énorme succès. On voit vraiment un grand décalage entre parfois des adolescents complexés qui se plaignent de la réalité telle qu'elle est et qui dans un jeu vidéo ont 1000 personnes sous leurs ordres et qui dirigent tout. Donc il y a vraiment un gros décalage qui peut se faire. Donc du coup, le jeu permettant ça accentue ce décalage parce que on a des gens qui sont réels, mais qui sont masqués, et le lieu de rencontre est réellement un lieu virtuel finalement. Parce qu'il y a bien une rencontre, mais dans un lieu qui n'existe pas dans la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à appréhender, mais ça décale justement quelque chose de ce point de vue-là. Hop là. Alors bien évidemment, on peut comprendre que c'est un peu compliqué de sortir après, de se retirer de cette réalité de cette réalité virtuelle pleine de gloire et de retourner à la réalité traditionnelle, on va dire. Moi, j'ai un patient qui me disait « Expliquez-moi en quoi votre réalité est mieux que ma réalité virtuelle ?» La réponse n'est pas si évidente que ça en fait. La première réponse qui vient en tête, c'est la réalité, bien évidemment. Bon, c'est parce que le patient veut entendre, donc forcément, on ne va pas répondre ça. Mais c'est intéressant comme questionnement. C'est-à-dire que lui, si on se pose de son positionnement psychique, il a raison. Ce qu'on va chercher comme bonheur, comme jouissance, comme on disait tout à l'heure, comme complétude, il a là alors qu'il n'a pas ailleurs. Donc le problème, la thérapie va porter sur le fait que c'est dans la réalité qu'il doit travailler justement ces problématiques. Mais là, au moment où il en est, avant d'avoir fait ce travail, il a raison de dire ce qu'il dit. Sa réalité virtuelle est techniquement mieux pour lui. Ça lui apporte ce qu'il veut. Donc bien évidemment, on est obligé de déconstruire ça en travaillant non pas sur
tu joues trop, c'est pas vrai, ce genre de choses. Mais dans ta vie, qu'est-ce que tu penses qui va pas, qu'on va pouvoir travailler pour qu'au final tu aies une vie réelle, plus agréable et qui va te faire décaler de ça. Mais en général, toutes les thérapies qui vont fonctionner qui vont avoir pour but un objet, une utilisation excessive, ça va vraiment tourner autour de ça. Ceux qui vont aller taper directement dans le tu joues trop, c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour tes études, c'est pas bon pour le travail, c'est des thérapies généralement qui ne fonctionnent pas. Enfin, il y a certains modèles qui sont comportementalistes qui pensent que oui. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. On va vraiment travailler sur autre chose, sur ce qui est la source de. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Par rapport à World of Warcraft, on parle de facteurs addictifs, il y a quand même quelque chose qui est bien réel. Hein. Dans World of Warcraft, par exemple, chaque mise à jour, par exemple, c'est un exemple, hein, il y a une classe de personnage qui est favorisée sur une mise à jour de World of Warcraft. Ce qui fait que les personnes qui allaient arrêter, ils disent « Ah, ce personnage-là, il a l'air un peu plus balèze que les autres, cette classe-là », ils refont un personnage et donc ils reviennent. Donc le jeu est quand même manipulé dans des raisons financières, il manipule quand même les gens de manière à ce qu'ils y reviennent. Mais du coup, c'est artificiel. Autant rajouter un nouveau contenu, c'est intéressant parce que c'est riche, bricoler les classes et faire des déséquilibres pour que la personne ait envie de revenir sur… Il y a quand même un peu plus, moi je trouve qu'on est un peu plus dans la manipulation pour pouvoir garder le client que dans quelque chose de plus artistique, je développe mon jeu. Donc vraiment, le fait… Dis ? Ils l'ont fait sur Diablo 3. Sur Diablo aussi ? Ouais. J'ai vu sur PC la dernière fois. Moi j'avais joué sur la PS3, tous les persos avaient plus ou moins la même pastèque. Quand tu passes sur le PC, d'un seul coup, tu as une mise à jour qui fait qu'il y a un personnage qui est plus costaud, qui déchire tout le monde, et après plus tard ce sera un autre. Ce qui fait qu'un personnage que au début tu ne voulais pas trop jouer, finalement quand tu arrives, tu vois que tu t'écales dessus, tu as envie de refaire plus ou moins l'aventure pour partir avec celui-là. C'est exactement la même logique, effectivement. On retrouve la même logique dans Street Fighter avec toutes les mises à jour qui sont faites, où ils changent la balance des personnages et on voit qu'il y a des personnages qui deviennent plus forts et il y a vraiment des changements qui, vu de l'extérieur, quand on ne connaît pas trop le jeu, ne changent pas grand-chose pour nous. Mais quand on a vraiment un certain niveau et qu'on est passionné et qu'on joue beaucoup en ligne notamment, change la donne et on peut avoir envie d'aller travailler un autre personnage pour venir sur ce jeu finalement. Donc là, quand on critique le jeu sur ses propriétés addictives, c'est aussi réel. D'un point de vue commercial, il y a quand même des manipulations. Le pire du pire, c'est les jeux à la Candy Crush Saga. Alors je cite celui-là parce que c'est le plus populaire. Oui. Non, je sais pas. Donc là, il joue vraiment sur la corde de la frustration pour des raisons purement financières. Alors on va s'arrêter 2 secondes sur la notion de frustration, ça me semble important. C'est propre aux jeux vidéo, mais aussi au sport. Alors le terme frustration, il est plutôt mal vu d'une manière générale, alors qu'en fait, ce qui définit un sport ou un jeu vidéo, c'est qu'il y a des règles. Si vous êtes tout puissant, que vous êtes sûr de gagner, personne ne jouerait. Donc il y a des règles, il y a des contraintes et qu'on n'est pas sûr de gagner. Le monde virtuel, c'est pareil. C'est pas un monde où on peut tout faire. Alors quand on voit par exemple GTA, on dit c'est un jeu où on peut tout faire. Alors on peut tout faire, on peut faire beaucoup de choses, oui, mais à la fin du compte, dans le jeu, il y a quand même ne serait-ce que la présence de la police qui va vous arrêter, essayer de vous abattre ou ce genre de choses. Donc on n'est pas Dieu non plus dans ce jeu. On a quand même des limites, même si elles sont restreintes et qu'on peut effectivement faire pas mal de choses, contrairement à la réalité où on prend une balle dans la tête et c'est fini. Mais il y a vraiment cette notion de la jouissance au sens de toute puissance et pas infinie, ça s'arrête là. Et donc c'est cette notion de frustration sur laquelle on travaille. C'est vachement bien la frustration de ce point de vue-là parce que l'être humain doit apprendre à être frustré parce qu'effectivement on ne peut pas voler les objets comme on veut, on ne peut pas tuer les gens comme on veut, il faut apprendre qu'au bout d'un moment on ne peut pas forcément avoir ce qu'on veut. C'est ce qu'on apprend à l'enfant dès son plus jeune âge et qui est censé être plus ou moins acquis au moment d'arriver à l'âge adulte. Donc la frustration, quand on est dans le sport qu'on perd, on s'entraîne face à cet échec pour surmonter la frustration par la victoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est l'école de l'apprentissage de la frustration et de la persévérance finalement. Et dans les jeux vidéo, c'est pareil. Si vous perdez 60 fois contre Bison à Street Fighter 2, vous avez envie de vous entraîner encore plus pour le battre la fois d'après. C'est vraiment là. Candy Crush Saga, non, ça ne marche pas comme ça. Quand c'est perdu, et alors la difficulté elle est manipulée de manière artificielle, ça se voit, il y a des niveaux qui sont vraiment beaucoup plus durs que d'autres, mais ça se voit, donc c'est grotesque. Et quand la frustration arrive, vous ne pouvez pas vous entraîner. C'est soit vous arrêtez et vous attendez, donc vraiment la grosse frustration parce que là on ne peut plus rien faire, soit vous payez. Donc là, on n'est même plus dans cette logique-là. On a la logique de finalement, on est dans la toute-puissance parce qu'on peut continuer, mais dans la toute-puissance parce qu'on peut continuer en payant. Donc là, vraiment, ce genre de jeu, pour moi, bon, techniquement, c'est un jeu vidéo, mais vraiment qui joue sur ce ressort-là, pour moi, ça le classe dans une catégorie qui est vraiment à part. Et enfin, si vous voulez jouer un casse-brique, jouez à Tetris ou à Columns, quoi, parce que vraiment, c'est la logique qui est derrière, jouer sur la frustration pour avoir de l'argent, je pense que c'est pas un plaisir au final. C'est pas un plaisir de jeu, mais finalement, ça marche. Parce que Candy Crush, c'est un des jeux les plus joués,
par des personnes qui à la base n'auraient pas joué forcément, et c'est quelque chose qui est joué de manière récurrente en fait. C'est-à-dire des personnes qui vont en 5 minutes aux toilettes, à la pause, en mangeant, ils vont faire une petite partie dans le bus de Candy Crush. Si on additionne tous ces temps-là, à la fin du compte, ça fait beaucoup de temps de jeu à la fin de la semaine, mais par contre ça, c'est absolument pas à critiquer, parce que c'est quelque chose qui est vraiment qui est diffus. C'est vraiment quelque chose qui est dispatché en phase de 5 petites minutes et qui ne nécessite pas de s'installer devant un ordinateur ou une console, qui est vraiment vite fait, on le sort, on le range en fait. Donc là, on n'a pas le même regard sur ça. Mais il y a vraiment une pratique qui peut être excessive, je pense, de ce genre de jeu. Ça s'observe. Alors après, il y a des études qui disent que ce genre de jeu soulage la dépression, que les symptômes dépressifs sont moindres. Après, les études comme ça, soi-disant psychologiques, ont été commandées par les éditeurs de jeux. Donc bon, au bout d'un moment, au niveau objectivité, ça se questionne. Mais bon, c'est intéressant de pouvoir parler de ça. Donc l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ne reconnaît tout simplement pas l'addiction au jeu. Il ne dit pas que ça n'existe pas, il dit que ce n'est pas prouvé que ça existe. Et l'Académie des sciences a formellement démenti la preuve d'une addiction. Donc eux, par contre, sont un peu plus formels. Donc on va parler de cyberdépendance. Donc en vrai, le titre de ma conférence aurait dû être ça. Mais j'ai mis addiction pour que ça soit parlant. La cyberdépendance, moi j'appelle ça l'effet cacahuète. L'effet cacahuète, c'est « Oh, une cacahuète, j'en prends une. J'en prends encore une. Oh, encore une. La dernière, et vous avez fini tout le pot. » En vrai, quand vous n'avez pas la cacahuète devant vous, vous n'êtes pas en manque. Par contre, vous sentez vraiment ce besoin d'y retourner. La cyberdépendance, c'est un peu ça. C'est le besoin spontané d'y retourner et au bout d'un moment, est-ce que je suis addict à la cacahuète? Est-ce que je suis dépendant à la cacahuète? Bon, pas forcément. Donc, la cyberdépendance, c'est le terme qui est plus ou moins reconnu maintenant, qui regroupe la la cyberdépendance aux jeux vidéo, donc particulièrement aux jeux en ligne et aux jeux de hasard, donc, et aux jeux comme Candy Crush, à Internet. Internet, de manière générale, ça va être une dépendance aux réseaux sociaux, de manière générale, et au fait d'aller chercher de l'information ou au fait de voir des vidéos. Par exemple, il y en a qui passent leur journée à regarder des vidéos sur YouTube de tout et n'importe quoi, soit des vidéos de jeux, mais soit des vidéos d'autres choses. Ouais. On en a deux au boulot. Vous en avez... Ah, ça existe alors. On en a deux au boulot, ils sont deux longs sur leur téléphone. Ouais. À regarder des conneries. Oui. C'est des trucs que tu le verrais en face de toi. Le mec peut le faire, comme il dit arrête, c'est bon, t'es lourd. Mais peut-être que c'est une vidéo qui est sur YouTube et sur le téléphone, les mecs ils arrêtent. Ils regardent. Ils sont deux longs dessus. Je pense que la chronique d'Antoine Daniel, c'est ça qui fait des vidéos de What the Cut où il prend des extraits vidéo de n'importe quoi parce que c'est décalé, que c'est drôle, ce genre de choses. On imagine que cette personne-là a dû passer justement son temps à regarder des milliers de vidéos sur YouTube, forcément sans raison, et qui s'est dit qu'au bout d'un moment, il fallait peut-être rentabiliser le résultat de ses recherches. Mais c'est un peu la même idée. Et la dernière des cyberdépendances, c'est à la cyberpornographie. Alors, est-ce que vous connaissez le film Dungeon? Non? Dungeon, c'est avec, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, Dungeon, Donjon. Hein. C'est l'histoire d'un homme qui est un barman, beau gosse, playboy, il a une partenaire sexuelle tous les soirs comme il veut, et à chaque fois qu'il a fini d'avoir un rapport sexuel, il allume son Mac et il va se masturber sur des sites pornographiques. Et il explique, mais c'est très bien fait, hein, il explique que il y a quelque chose qu'il trouve dans cette pratique solitaire de cyberpornographie qui n'est pas la même chose que dans le rapport sexuel réel. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que le virtuel, il est vu comme mieux que la réalité. Et en l'occurrence, on se dit que c'est son rapport à la sexualité avec des vrais partenaires qui est problématique. Et donc le film, c'est une comédie. Bon, le regardez pas avec tout le monde, hein, c'est quand même un peu olé olé, hein, c'est interdit aux moins de 12 ans, donc le faites pas voir aux enfants. Mais je pense que c'est vraiment le seul film qui essaie de traiter avec humour de ce genre de sujet. Et effectivement, la dépendance à la cyberpornographie, c'est quelque chose qui se voit souvent. Et au final, les personnes qui sont dans cette boucle de surconsommation, au final, sont vraiment dans une logique… c'est vraiment nocif pour eux parce qu'au final, ils n'ont plus forcément envie d'aller vers des partenaires réels. Ils prennent finalement pas autant de plaisir et de fantasmes dans la réalité, voire même à la fin du compte, des comportements compulsifs finissent par avoir des problèmes physiques. Au bout d'un moment, si on se masturbe 10 fois par jour, ça commence à faire mal. Hein. Donc, tout simplement, il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes physiques par rapport à ce genre de sexualité compulsive. Donc, c'est la cyberdépendance, on va dire en gros, pour schématiser les trois, jeux vidéo, Internet et cyberpornographie. Alors, selon Tisseron, Serge Tisseron, ça vous dit quelque chose ? Alors Serge Tisseron, c'est un psychiatre très connu qui parle beaucoup du numérique, il n'y en a pas beaucoup en France, qui avait lancé l'idée du 3-6-9-12 pour les enfants. Donc c'est pas de télé avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans et pas d'internet seul avant 12 ans. Donc généralement quand je dis ces chiffres dans les écoles, ça fait globalement rire. C'est quand même pas mal, je crois que ça a été adopté par l'Éducation nationale parce que des affiches, je les vois assez souvent. Donc du coup, l'idée c'est qu'il y a des âges par rapport au développement psychomoteur, psychique et ce genre de choses, et qui nous donnent un repère d'âge adapté. Donc c'est des chiffres, hein. 3, 6, 9, 12, c'est parce que c'est pratique. En vrai, c'est jamais la réalité. Concrètement, on peut voir que malheureusement, c'est pas le cas. Hein.
Moi, j'ai déjà vu des enfants de 1 an qui jouaient à des jeux qui slidaient sur une tablette, des maternelles qui avaient une Nintendo DS, des enfants qui ont 6 ans qui sont déjà tout seuls sur Internet. Donc bon, c'est des chiffres, des préconisations, il y a un sens derrière, mais c'est malheureusement pas toujours respecté. Alors lui, il pose la question de la différence entre l'addiction et la dépendance. Alors, ça, c'est une discussion que Serge Tisseron a eue avec une de mes collègues. Donc là, il n'y a pas de source, c'est pas publié, c'est top secret, c'est underground. Donc je vous le dis à vous. La différence, c'est que l'addiction, il ne peut pas fonctionner sans l'objet. Le manque, c'est très invalidant. Et le produit, il sert juste à combler l'angoisse. C'est-à-dire, je suis en manque, je vais pas bien, je prends le produit, je vais juste plus pas bien. C'est tout. Le dépendant, c'est autre chose. Lui, il peut temporairement se passer de l'objet. Et quand il retourne à l'objet, il a vraiment le plaisir d'y retourner. Donc il y a vraiment cette différence. On voit vraiment dans les gens qui sont addicts, l'addiction aux drogues, c'est qu'à la fin du compte, il n'y a plus de plaisir à y retourner. C'est vraiment juste le soulagement de ne plus être en manque. Tandis que la dépendance, on a quand même le plaisir d'y retourner. Et le point de chute, le point de limite entre les deux, ça va être le dysfonctionnement social que ça impose. Donc ça, on va voir ça dans les conséquences. Ça va être finalement, est-ce que ça a des répercussions sur le domaine professionnel, amical, scolaire, sur le couple, la famille, et ainsi de suite. Donc du coup, Internet qui est à la base faciliter les addictions classiques. Donc par exemple, quelqu'un qui est interdit de jouer au casino, qui ne peut pas aller au casino, on demande la carte d'identité, si vous êtes interdit, vous ne rentrez pas. Il peut aller sur n'importe quel site en ligne et jouer, et miser de l'argent et recommencer. Donc Internet, à la base, ça servait de support à des addictions. Ceux qui sont compulsifs à l'achat, qui achètent n'importe quoi tout le temps, quand au bout d'un moment, ils se font reconnaître dans les magasins parce qu'ils ont des impayés ou quoi, ils ne peuvent plus rentrer. Sur Internet, l'achat en ligne, c'est encore plus rapide. Vous allez sur Amazon ou n'importe quoi, le numéro de carte bleue mémorisé, on n'a même pas le temps, ça va être encore plus vite. Donc Internet, c'était le support d'addiction qui était dans la réalité. Et maintenant, Internet, donc, comme on vient de le dire, ça devient l'addiction en elle-même. Donc la cyberdépendance, du coup, qui est le terme le plus exact. Et donc, Internet, ça devient le facteur de dépendance, notamment aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram et compagnie. Alors, c'est quelque chose qui, mine de rien, s'installe de manière, encore une fois, c'est comme Candy Crush, c'est dans la vie de tous les jours. Sauf que je pense que la majorité des personnes, si on additionnait le nombre de fois dans la journée où on prend son téléphone pour regarder Facebook, oui, moi le premier, et à la fin du compte, ça fait quand même énormément de temps. Et on se dit, si j'arrête Facebook, est-ce que j'y arriverai? Personne ne se pose la question. Mais si on se dit demain, est-ce que je supprime mon compte Facebook? Pas tant que ça en fait. C'est pas si évident que ça de se déposséder de ce réseau social parce que tout le monde y est. Donc au final, la question de la dépendance peut vraiment se poser par rapport à ça. Moi, je vois vraiment chez les adolescents qui... Vous voulez le dire à vote? Combien de temps? Pendant plusieurs mois. Et vous êtes revenu? Donc voilà. Facebook gagne. Ouais. Là, ça fait un peu réunion des anciens alcooliques anonymes. Ça fait 1 an que je n'ai pas touché à Facebook et ça va. Alors, ça, c'est comme la drogue. Celui qui est le plus fort, c'est celui qui commence pas. C'est toujours ça. Mais il y a vraiment quelque chose de ce niveau-là. Alors là, quand on parle de dépendance aux réseaux sociaux, ça dépend des personnes, évidemment. Il y en a qui sont plus dépendants que d'autres. Il y en a, ils sont sur Facebook vraiment de manière… ils pourraient vraiment arrêter ce genre de choses. Mais il y a quand même quelque chose qui se questionne de ce point de vue-là. Et alors, chez les adolescents, c'est vraiment… Alors du coup, parce que je vois énormément d'adolescents dans toutes mes interventions, il y a vraiment cette dépendance pour ceux qui y sont. Alors, ce n'est pas forcément Facebook à leur âge, ça va être plutôt Instagram et Snapchat. Mais on a vraiment une utilisation qui est récurrente et auquel ils disent « Ah non, j'arrête pas ». Donc, ils ne se demandent même pas s'ils auraient envie d'arrêter. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans leur pratique quotidienne, journalière et qui est inscrit dans leur relation sociale. Ils s'imaginent… Moi, on m'a dit « Mais si on n'a pas Facebook, comment on fait pour draguer quoi ?» Je sais pas, va la voir, elle est là, va la voir, elle est dans la cour à côté de toi. Non mais vraiment c'est ça quoi. Et donc il m'explique patiemment que sur Facebook on voit quelqu'un qui commente un truc, on la demande en ami, on commence à parler comme ça et on voit vraiment que effectivement si jamais ça commence à pallier la timidité de la réalité, effectivement on commence à être dépendant de ça. Si on pense qu'on ne peut pas faire sans, effectivement oui, là c'est logique. Dis-nous. Dis-nous, directement. Moi j'ai marché directement, qu'est-ce que le téléphone fait? Oui. Avec des adolescents avec 17 ans, je suis directeur d'un centre de loisirs. Oui. Et nous, on est né sans Facebook, sans Oui. réseaux sociaux. C'est rentré dans notre vie ou pas, Mmh. en nos envies, nos habitudes. Les ados de maintenant sont nés avec. Mmh. Ça fait partie de leur vie depuis toujours. Ils voient leurs parents dessus. Mmh. Ils y sont depuis jeunes. C'est les natifs de cette génération. Est-ce qu'il n'y a pas une fracture générationnelle entre eux et nous à cause de ça? Est-ce que ça peut nous empêcher de mieux les comprendre, Alors, de ne pas avoir vécu la même chose?
La fracture générationnelle, je pense qu'elle était plus à l'époque avant Facebook, à l'époque où il n'y avait que les jeux vidéo et Internet n'était pas très répandu. Le truc, c'est que comme maintenant la majorité des adultes et des parents commencent à utiliser Facebook de manière pas similaire, mais presque, il y a quelque chose qui les rapproche, justement grâce à ça, parce que l'utilisation se rapproche. Moi, je vois que vraiment, c'est les campagnes de sensibilisation que je mène dans les écoles et que d'autres organismes mènent qui vraiment jouent là-dessus. Une sensibilisation sur, voilà, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il y a ça comme danger. Le cyberharcèlement, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Il n'y a pas un établissement où je suis allé où il n'y a pas une jeune fille qui a envoyé une photo d'elle dénudée à son copain et que le copain l'a fait suivre à tout le monde. Et c'est des insultes par SMS, par Facebook, par Instagram, par Twitter, par tout ce que vous voulez. Donc vraiment, ce genre de problématique, quand on le pointe, les adolescents le comprennent. Donc je pense que ça réduit la fracture parce qu'on voit récemment, il y a une étude qui est sortie j'ai vu ça dans Métro, je ne sais pas quoi, la semaine dernière, cette semaine d'ailleurs, où on voit que c'est les parents, c'est les enfants qui expliquent aux parents les règles des réseaux sociaux maintenant. Donc on est à l'envers. Donc la fracture, elle se renverse finalement. C'est tu dois, alors Facebook, les parents utilisent, c'est non, tu ne devrais pas mettre des photos de nous parce qu'il y a des prédateurs, parce que c'est dangereux, le droit à l'image et ainsi de suite. Donc on voit vraiment que c'est en train de se renverser. Donc la prise de conscience des enfants et des adolescents, elle est vraiment possible par des personnes, alors après c'est des personnes, des éducateurs, des psychologues, des personnes spécialisées, pas forcément directement les parents. Mais le discours prend, je pense, de ce point de vue-là. Bonjour. Vous voulez suivre la fin de la conférence? Non, il n'y a rien sur le projecteur, c'est que moi. Asseyez-vous. Donc l'auteur, valeur dont on parlait tout à l'heure, il explique que l'addiction aux jeux en réseau ou la dépendance aux jeux en réseau, c'est l'approche trivariée, c'est-à-dire la rencontre d'un produit, d'une personne, une personnalité et d'un moment de vie. C'est-à-dire que la même personne ne va pas forcément rentrer dans une attitude de consommation et de dépendance à un produit selon le moment de sa vie, un rapport au positionnement, son état psychique et son positionnement finalement social. Ça j'ai déjà dit, les chiffres. Par exemple, non ça c'est bon, je vais zapper parce que sinon je commence à être en retard, contrairement à ce que je pensais. Donc quand on passe de ce que j'allais dire avant de passer à la suite, c'est que quand le jeu il commence à prendre du temps, non pas juste sur notre loisir. Alors si on joue plus, ce qui est le cas par exemple des jeunes, si on joue plus mais qu'en contrepartie on regarde moins la télé, moi ça ne me gêne pas personnellement. J'ai même tendance à dire que l'utilisation de jeux sollicite des fonctions cognitives un peu plus élaborées que celle d'être passif devant une télé. Donc si on joue 10 heures de plus mais qu'on regarde 10 heures de moins la télé, au final moi ça ne me dérange pas. Le problème c'est que quand ça prend sur du temps sportif, social et ainsi de suite, là c'est dérangeant. Et au final, à la base le jeu vidéo qui était un simple loisir peut devenir finalement quelque chose qui est plus loin du sens de divertissement à ce moment-là. On n'est plus vraiment dans le divertissement au sens pascalien, du philosophe Pascal, où on va se divertir pour oublier qu'on est mortel et donc qu'on va mourir. Donc vraiment dans ce sens-là. Donc les conséquences sur la cyberdépendance, qu'est-ce qu'on a comme conséquences? Eh bien on en a pas mal en fait. Alors on n'a pas tout, pas pour tout le monde, ça dépend. Donc de prime abord on peut penser que c'est pas néfaste puisque la drogue on sait que ça bousille le corps, la cigarette, l'alcool, ce genre de choses. Les jeux vidéo, internet, on peut se dire en quoi ça va être toxique, en quoi ça va être nuisible. Mais non, il y a quand même des problèmes physiques. Mal au dos, mal aux yeux, crampes, voire carrément des escarres. Et surtout le phénomène, ça paraît, les personnes qui ne bougent pas pendant 3 jours au bout d'un moment, hein, et quand c'est récurrent. Et les problèmes surtout de perte de poids et de prise de poids. On voit des personnes qui arrêtent de se nourrir, ou qui se nourrissent de manière complètement anarchique, et qui ont des problèmes de santé au niveau du poids, ou des personnes qui prennent énormément de poids. Le phénomène d'obésité se retrouve pas mal pour les grands consommateurs de télévision, peut-être un peu moins pour ceux de jeux et d'internet, mais finalement la différence elle est de ce point de vue-là. Donc quand on a des problèmes de santé au niveau du poids, bien évidemment, risque cardiovasculaire, diabète et compagnie. Hein. Des problèmes au niveau de prise de produits, le fait de passer énormément de temps à consommer de manière fixe, sans bouger, télévision ou jeux, ça va être tabac, alcool et éventuellement drogue au bout d'un moment si la souffrance et l'utilisation commencent à devenir un peu excessives. Alors, on est bien d'accord, ça favorise, c'est pas tout le temps, c'est pas dans tous les cas, c'est pas énormément tout de suite, mais ça peut être un risque. Les problèmes psychiques, tout simplement. Alors, j'ai mis la dépression dans la liste, mes collègues psy à qui je l'ai fait lire ne sont pas forcément d'accord avec moi, parce que la dépression, ça peut être la cause du comportement pathologique, mais j'ai tendance à dire que le fait de rentrer dans un comportement de dépendance et d'utilisation excessive peut amener à favoriser une dépression déjà dépressive, mais voire même éventuellement rentrer si on avait des prédispositions. Donc je pense que quand même la dépression,
c'est quand même peut-être une cause, mais ça peut être aussi une conséquence d'une pratique excessive. Donc sentiment de culpabilité d'une manière générale, une dévalorisation de soi, perte de l'estime de soi, une irritabilité, on est énervé de manière générale, surtout quand on vient nous interrompre pour demander tu joues peut-être un peu trop là, c'est l'heure de manger ou ce genre de choses. Et l'augmentation des symptômes pathologiques déjà présents. Quelle que soit votre souffrance, votre trouble psychique de base, ça peut évidemment augmenter les symptômes. Que ce soit de simples névroses, enfin, le terme n'est pas correct, mais bon, ou que ce soit pour des troubles psychiques lourds, de schizophrénie ou paranoïa par exemple. Donc ça peut encore augmenter un peu plus le symptôme qui existe déjà. Et l'autre point, c'est les problèmes sociaux. Donc l'amincissement de la vie sociale, l'isolement, l'échec scolaire, la perte de l'emploi, et voilà. On a eu les cas extrêmes, c'est les cas de décès. Donc on a eu le cas de décès d'un Taïwanais de 32 ans qui est mort en 2005 d'épuisement après 3 jours de jeu consécutifs. Mais le truc, c'est qu'il est mort dans un cybercafé et que personne n'a bougé. Ils se sont dit, oh, il joue beaucoup, il dort. Bah ouais, il respire plus au bout d'un moment, quoi. Donc les gens se sont rendus compte qu'il respirait plus parce qu'il a joué 3 jours consécutifs. On a eu un homme de 18 ans qui était à Taïwan aussi d'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe dans cette zone-là, qui a connu le même sort en 2012. Lui, c'était Diablo 3, je crois, à l'époque, le jeu. Donc 3 jours, pareil, et boum, il est tombé. Donc en fait, les experts s'accordent à dire que ce n'est pas le jeu vidéo qui tue. Ce qui tue, c'est le produit stupéfiant, la drogue tue. Le jeu vidéo, il ne tue pas. Ce qui va être les morts sans rapport avec une autre cause, par exemple, au bout d'un moment, un arrêt cardiaque, ce genre de choses. Donc ce n'est pas le jeu qui les a tués, c'est l'utilisation excessive de quelque chose qui les a fait à la fin mourir d'une crise cardiaque ou ce genre de choses. Donc la dépendance au jeu pourrait aggraver les autres pathologies, donc maladie cardiaque, épilepsie, problèmes psychiatriques, ça on en a déjà parlé. Et donc ce n'est pas vraiment en lui-même la cause de mortalité, il faut être clair là-dessus. Alors c'est pour ça qu'on rentre dans la dépendance et la différence entre la dépendance et l'addiction, elle est quand même faible et on retrouve énormément de choses en commun, bien évidemment. En écoutant ça, oui. Ça m'a fait penser au cannabis. Ça déclenche pas une névrose, une psychose, mais ça peut, si oui. tu as un terrain favorable, pousser, les yeux rouges. Ouais, le point commun, ça va être que du coup, c'est une pratique de consommation excessive qui va avoir plein de conséquences. La différence, c'est qu'en plus, les drogues comme le cannabis ou les autres ont aussi un effet sur le cerveau. Indépendamment du fait que, alors si la pratique de jeu par exemple a un effet sur le psychisme ou la vie sociale, c'est la pratique en elle-même qui fait que psychiquement ça va s'empirer. Par contre, en plus de ça, la drogue, en plus d'avoir ça aussi, ça va vraiment attaquer les neurotransmetteurs au niveau des neurones, et donc ça va avoir un effet en plus. Mais effectivement, visuellement, on peut avoir à peu près des similitudes, il y a vraiment des similitudes. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de dépendance et le mettre en parallèle avec l'addiction, oui, mais c'est juste qu'on retrouve des choses, mais que le niveau d'échelle n'est pas pareil pour moi. C'est vraiment à ce niveau-là, mais vous avez raison. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, le cas extrême de l'extrême, je passe au pire, c'est l'ikikomori. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Alors, ça vient de confiner, se retrancher dans la langue en japonais. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est en réalité au Japon. En 2010, ils étaient estimés 230 000 adolescents ou jeunes adultes, souvent des garçons, au Japon. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est une personne qui rentre dans sa chambre et qui ne ressort plus pendant 2 ans. Alors, c'est des personnes. Alors ça se voit surtout au Japon. Donc, c'est plus qu'un passionné d'informatique ou le geek ou l'otaku comme on appelait à l'époque, même si c'est encore utilisé. D'ailleurs, le geek maintenant et l'otaku, c'est des choses qui sont maintenant vues positivement à l'époque. Geek, c'est quand même un mot qui veut dire taré en anglais, donc c'est très péjoratif. Maintenant, le geek, l'otaku, c'est le mec branché qui aimait la technologie, c'est un peu le hipster à qui on va vendre des nouveaux objets technologiques, le dernier iPhone, le dernier machin et tout. Donc c'est vraiment beaucoup plus positif qu'à l'époque. L'hikikomori, lui, vraiment les comportements extrêmes, il est rentré dans la chambre et il ne parle plus à personne. Donc on a 2 cas de figure. On a ceux où les parents apportent le plateau repas, on rentre, on sort et c'est fini. Et on a ceux où c'est le livreur de pizza devant la porte, quoi. Donc voilà. Il y a des personnes qui se déplacent même plus pour aller aux toilettes, quoi. Ils font dans un seau et ils se mettent le seau devant la porte, quoi, par exemple. Donc vraiment dans des cas extrêmes d'isolement complet. Personne ne connaît trop ce phénomène à part vous? Ouais. Si vous voulez, j'ai une petite vidéo pour voir ça, elle dure 3 minutes. Ça vous intéresse? Une petite vidéo d'animation. Hop là.
また触るんでしょ。そんなの絶対にやっちゃいますよ。今度触ったら。もう何もしないんで、もう一回だけお願いしますよ。本当ですね。本当です。いいですか？寝てください、寝てください。はい。さあ、行きますよ。寝てリアクションしてくださいよ。Oui, je trouve que c'est assez bien fait. Pas de mots finalement, mais c'est assez bien fait. Donc là, à ce moment-là, on peut dire finalement c'est ce que vous n'avez pas dit de prime abord, mais vu de l'extérieur, des personnes pourraient dire bah voilà, on voit bien que c'est les jeux vidéo qui rentrent comme ça, c'est Internet et de nouvelles technologies qui rentrent comme ça. On va quand même essayer de chercher des causes externes, bien évidemment. Donc on a deux cas de figure. On a des cas de figure de personnes qui vont rentrer dans ce genre d'enfermement, que ce soit par rapport aux jeux, aux nouvelles technologies ou à autre chose, sur des troubles psychiques lourds, donc des psychotiques, schizophrènes, paranoïaques, qui vont vraiment rentrer dans ce genre d'exclusion. Ça fait partie. Ça, c'est le trouble, le support, peu importe derrière. Dans la société japonaise, en fait, il y a quand même une pression sociale qui est assez particulière et qui ne se retrouve pas vraiment ailleurs à atteindre l'excellence. Et justement, cette logique de « il y a trop de demandes et j'y arrive pas, je me retire », peut vraiment expliquer ce genre de comportement. Dans la société japonaise, on a eu quand même pas mal de modifications au niveau du schéma familial où il y avait des familles qui étaient plutôt nombreuses et où le père n'était pas très présent parce qu'il y avait quand même énormément d'enfants, ou des familles plus restreintes. Le père japonais, il n'est vraiment pas dans la logique de parler d'une manière générale, d'élaborer. Le fait d'élaborer ses sentiments, ça a l'air assez culturellement pas courant. Et donc du coup, un manque de communication peut en plus empirer le fait qu'il y a une pression sociale de fou et j'arrive pas à la gérer. Qu'est-ce que j'allais dire? J'oublie un truc. Cette pression sociale, j'ai perdu le fil. En Europe, en fait, ce genre de choses, on commence à le rencontrer. Donc, il y a quelques phénomènes d'ikikomori qui se retrouvent aux États-Unis et en Europe. Mais nous, dans notre culture, ça va être plutôt le burn-out et la dépression, en fait. Le moment où il y a trop de pression sociale, donc burn-out, donc l'épuisement complètement psychique. Il y a des personnes qui meurent de ça, d'ailleurs. Le cerveau, à un moment, il déconnecte. Et c'est encore un mot japonais, c'est le karoshi. On a vu des Japonais qui, à un moment, clac, ils tombent. Et ils ont fait comme un arrêt cardiaque, mais cérébral en fait, ça s'arrête. C'est ultra rare
Mais c'est le burn-out à sa forme la plus extrême. Le burn-out, normalement, on tombe dans les pommes et après on est secouru. Là, il y en a qui meurent directement. Donc ça, c'est la version extrême. Et bien entendu, on a le fameux, les suicides très très connus, la polémique chez Orange, tout simplement. Donc une pression et du harcèlement au travail qui a conduit je ne sais pas combien d'employés à se suicider chez Orange. Et du coup, c'est d'ailleurs depuis ce moment-là où la prévention des risques psychosociaux qui était obligatoire dans les entreprises depuis un petit moment a vraiment été repointée du doigt en disant maintenant la prévention des risques psychosociaux, il faut le faire, quoi. Et donc du coup, il y a des psychologues qui passent dans les entreprises pour parler des risques de burn-out, la relation, la distance avec le client ou avec le patient, ce genre de choses, pour vraiment prévenir ce genre de choses. J'ai perdu le fil, je vous demande juste une seconde. Alors l'entrée dans ce phénomène aussi, ça peut faire suite à quelque chose qui va être une perte dans le lien social, c'est-à-dire un échec scolaire, un échec professionnel. Donc quand la société nous oblige de réussir, le passage l'échec d'un coup, ça peut faire que le passage il soit direct. Au lieu d'être progressif, je joue de plus en plus et je m'enferme, ça peut être net, brutal. Et après, il peut y avoir aussi tout simplement des pertes réelles, c'est-à-dire qu'un deuil. Un deuil peut entraîner justement ce genre de comportement dans des cas encore une fois extrêmes. Il faut quand même avoir un terrain à la base plutôt fragile. Et d'une manière générale, on a aussi un phénomène au Japon qui s'appelle l'ijime, qui est le harcèlement, tout simplement, qui apparemment est aussi très prononcé là-bas et qui fait que, encore une fois, à cause de la pression sociale, on se retire complètement plutôt que de ne paraître pas digne en fait. Et donc du coup, le harcèlement joue. Bon, il faut savoir qu'en France, par exemple, il y a quand même un enfant sur 10 qui se dit harcelé. Donc le harcèlement est présent partout. Les conséquences ne sont pas les mêmes. L'enfermement comme ça, on peut avoir, chez nous, ce sera plutôt la phobie sociale, mais ça ne prendra pas cette forme. Là, c'est la forme extrême qu'on voit dans cette culture-là, en fait. Quelle heure est-il? Est-ce que j'ai fini? 1 minute. Je pense que je vais écourter la fin. Alors au niveau du diagnostic, moi ce que je pense, c'est que ce qu'on voit là dans ce phénomène, ça peut être confondu avec pas mal de choses. Pour moi, ce n'est pas de la dépression, parce que le dépressif, généralement, les vrais dépressifs, quand ils sont dans une crise profonde, ils ne bougent pas. Ils sont dans le noir, ils ne font rien. Même jouer, c'est compliqué. Donc ça ne ressemble pas vraiment à la dépression. On a la mélancolie au sens analytique du terme, où la mélancolie, vraiment, ça va être quelqu'un qui va croire que finalement la vie ne sert à rien. Mais malgré tout, ils arrivent quand même à jouer le social, ils arrivent quand même à aller avoir un emploi aidé, aller avoir des soins, aller chez le médecin, à sortir, même si au final on voit vraiment une espèce de tristesse permanente. Bon, les troubles psychiques, psychotiques, là bien évidemment, ça on l'a dit. Et parfois c'est confondu avec l'autisme, surtout l'autisme de type Asperger. Vous connaissez Big Bang Theory, la série? Alors le personnage de Sheldon Cooper, certains disent que ça ressemble à un autiste de type Asperger, à peu près ça. Et donc effectivement, il y a vraiment la question du regard qui est en jeu dans ce genre de problématique. Et pour éviter le regard, on peut vraiment choisir de se retrancher à ce moment-là. Mais pour moi, les autistes à Asperger, ils arrivent quand même à avoir une vie sociale, à avoir une profession. Donc pour moi, ça rentre pas trop là-dedans en fait. Donc le fait de s'enfermer comme ça, c'est pas une pathologie en soi. C'est pas le jeu ou Internet qui va justifier ça. C'est vraiment un problème psychique qui peut être varié à la base et qui, poussé à l'extrême, va avoir une réponse. La réponse, ça va être j'ai les jeux, Internet, ils me sont apportés. Quand on est addict à la drogue, il faut bien descendre en bas de la rue pour aller acheter sa drogue et éventuellement faire quelque chose pour gagner de l'argent ou le voler. Là, Internet, ça arrive. Les jeux, on peut télécharger, tout arrive directement. Donc c'est vraiment le moyen le plus pratique et le plus efficace d'aller répondre à un problème psychique de base. Mais là, du coup, la dépendance ne vient pas du produit du jeu. Encore une fois, ça vient d'un problème psychique à la base. Et pour terminer, alors au niveau évaluation, c'est-à-dire quand on a un proche, ou même vous-même, mais quand on a un proche ou un enfant où on se dit est-ce qu'il est dépendant, est-ce qu'il n'est pas dépendant, est-ce que c'est trop ou pas, il y a des échelles qui sont faites tout simplement. Alors qui valent des questions toutes simples, je vais vous faire les questionnaires si vous voulez à la fin. Et donc au niveau d'évaluation, pour résumer, c'est pas tant le nombre d'heures qui va être compté, c'est que sur quoi l'activité empiète. C'est-à-dire que si on fait beaucoup d'heures de jeu, mais qu'à côté on a aussi beaucoup d'heures de sport, beaucoup de jeux, d'activités sociales, ce genre de choses, ça va en fait. C'est vraiment pas en termes de nombre d'heures, c'est sur quoi l'activité empiète. On va avoir l'hygiène de vie, donc bien évidemment la prise de repas qui toujours pareil, on commande tout le temps des pizzas ou du McDo, on mange en jouant, les problèmes d'hygiène où on se lave moins, on dort moins, donc là c'est un indicateur qui alerte. Donc ça c'est des choses qui peuvent être évaluées. Les conséquences physiques, l'amaigrissement ça se mesure assez facilement, la fatigue ça se voit, le mal au dos, mal à la tête, ce genre de choses aussi ça peut s'évaluer. La chute des résultats scolaires, l'absentéisme scolaire, les avertissements professionnels, voire la perte d'emploi, c'est des choses qui s'évaluent. Le joueur ment à ses proches. Quand on se rend compte que l'enfant ou le proche a menti en disant non, j'ai pas joué et que finalement il a joué beaucoup plus, le fait de rentrer dans une logique de mensonge, c'est que vraiment il y a un comportement qui commence à être trop excessif et compris comme excessif pour pouvoir justement avoir besoin de mentir à ses proches pour les protéger. L'avantage c'est que si on ment, c'est qu'on a quand même conscience qu'il y a un truc.
Des troubles de l'humeur, bien évidemment l'irritabilité, une position défensive vraiment, mais non, qu'est-ce que tu me dis, on peut pas parler de ce sujet-là. Ça c'est quelque chose qui indique. Le joueur ne reconnaît pas son utilisation excessive. J'arrête quand je veux, comme la clope, comme l'alcool, ça c'est le classique. Et comme on a dit tout à l'heure, quand le joueur veut diminuer son temps de jeu mais qu'il n'y arrive plus. S'il commence à reconnaître qu'il veut diminuer et qu'il n'y arrive plus, là c'est déjà un indicateur. Et l'excès des dépenses, donc l'achat in-game pour des jeux où on peut acheter des petits objets ou d'achat de jeux en dehors du budget. Et comme je disais tout à l'heure, l'usage de tabac, ce genre de choses. Donc tout ça, on a des questionnaires qui évaluent tous ces points-là. Et à la fin, vous avez une note et vous dites là, il y a plutôt risque de dépendance, là, il y a plutôt dépendance ou pas en fait. Donc c'est un petit quelque chose comme ça pour évaluer. Et donc on a au Japon les médiateurs. Donc il y a le film De l'autre côté de la porte. C'est le nom du film, où il y a un médiateur qui joue son propre rôle, qui fait voir ce que c'est justement le quotidien, d'aller parler derrière la porte à un jeune pour essayer de le faire sortir de ça. Et chez nous, on a des prises en charge thérapeutiques, comme je parlais tout à l'heure. Donc de l'autre côté de la porte, et l'autre film, c'est Tokyo, avec un point d'exclamation, un film de 2008, qui parle de ça. C'est un film en 3 parties, la 3e partie, ça parle justement de ce cas-là. Donc voilà, j'ai pas plus débordé que ça. Ah, midi 4, ça va. J'ai le temps pour les questions ou on s'arrête là ? Là, non. Si par contre. Alors, on va s'arrêter là, vous venez me voir après si vous avez des questions. Vous allez voir Jean-Paul, il est adorable et charmant. Surtout pas. Disponible 24h/24, 7 jours sur 7. C'est la fête, ouais. Je vous remercie de votre attention. Donc, je vous encourage, si vous voulez voir les émissions, les conférences que je fais de manière générale, vous avez jeanpaulsantoro.fr, ma page Facebook pro Jean-Paul Santoro, psychologue clinicien. J'ai un Twitter aussi, Jean-Paul Santoro, je pense. Et vous avez ma carte ici, là, que j'ai mis à côté du replay. Vous pouvez la prendre. Je consulte donc à Nice. Et pour s'il y a des demandes sur des personnes qui sont éloignées, je consulte aussi par Skype éventuellement. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Et à demain, du coup, pour la conférence sur la misogynie et féminité dans le jeu vidéo, à 11h.